Salut, c'est Bhaskar pour Hypnomachie. Aujourd'hui, on va parler de tabou, du quotient intellectuel et de Jacques Attali. La plupart d'entre nous aimons nous sentir tolérants. Être tolérant, ça nous renvoie une bonne image de nous-mêmes. Mais à l'examen, on se rend compte que cette tolérance a rapidement des limites. Les groupes sociaux aussi ont une forme de tolérance, et cette tolérance a également des limites. Les frontières de la tolérance, comme ça, d'un groupe social, lorsqu'on les examine, ça nous amène rapidement vers ce qu'on appelle des nexus. Un nexus, en psychologie sociale, c'est quelque chose qu'on ne peut pas penser. C'est-à-dire que c'est inimaginable et ça déclenche des réactions épidermiques, émotionnelles, plus ou moins violentes selon les individus, mais qui stoppent instantanément toute discussion et toute réflexion. Ces nexus forment en fait le socle des groupes sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit d'aversions communes. Ah, le nazisme, c'est pas bien, être nazi, c'est vraiment nul, etc. Au cas où vous ne l'auriez pas vu, derrière le nazi, il y a aussi un homme. Ce sont ces aversions communes qui vont souder les groupes humains. En fait, comme on l'apprend en psychologie des foules, en psychologie sociale, on n'est jamais autant soudé que quand on a un ennemi commun. Ou en fait, une partie entière du réel où on est tous d'accord pour ne pas aller la voir. Et c'est tout le propos d'Hypnomachie que de conscientiser cet état de fait et de proposer des exercices et un substrat théorique pour pouvoir aller voir, sous le tapis des tabous, qu'est-ce que le groupe social essaye de planquer. Parce que ça n'est pas parce que j'appartiens à un groupe social que je suis obligé d'être dupe des tabous qui le font. Vous avez des nexus plus ou moins selon les milieux sociaux, comme par exemple le port d'armes, la peine de mort, voilà, tout ça sont des notions dans certains milieux qu'on n'a même pas à discuter parce que c'est acquis que c'est bien, c'est pas bien, ou en tout cas, voilà, ça n'est simplement hors de propos qu'on ergote et qu'on discute là-dessus. Voilà. C'est pour éviter ce genre de limitation de la pensée qu'un certain nombre de nos dirigeants, enfin je dis de nos dirigeants, se réunissent régulièrement, plusieurs fois par an, dans des sommets. Vous avez sûrement déjà entendu parler, les sommets de Davos, vous avez peut-être entendu parler de groupes comme les Bilderberg, qui réunissent un certain nombre donc de politiciens, de chefs religieux, de dirigeants de multinationales et d'autres personnes influentes, parfois des journalistes, etc., qui se réunissent ensemble régulièrement pour décider, dans une certaine mesure, de l'avenir du monde, de votre avenir, de mon avenir, de notre avenir. Et la plupart du temps, lorsqu'ils se réunissent, il y a des réunions publiques, qui peuvent même être vues par des journalistes, retransmises à la télévision, et il y a des sommets privés, qui sont en général tenus dans des lieux secrets. Alors, la question n'est pas ici d'aborder cette problématique de l'angle des théories du complot. Dans ces cas-là, je vous renvoie directement à la vidéo sur les théories du complot. Et donc, c'est à cause de ces nexus que les dirigeants ne peuvent pas se permettre de réfléchir et de débattre en toute transparence des thèmes qui sont problématiques pour l'avenir de l'humanité, tels que la surpopulation, la distribution des ressources, etc. Puisque s'ils le faisaient en toute transparence à la télévision à 22h ou à 20h, ça voudrait dire qu'ils ont intérêt à réfléchir uniquement dans le cadre de ce qui est admis par la socioculture à un moment T, sauf que à l'intérieur de ce cadre-là, la surpopulation, par exemple, du monde ou d'autres thèmes, sont des problèmes de société qui ne sont pas résolus par la socioculture. C'est-à-dire qu'ils doivent inventer le monde de demain, mais en respectant les tabous de l'homme d'aujourd'hui. Et c'est cette différence de conception qu'ils font qu'ils choisissent très naturellement donc de se réunir dans des hôtels ou dans des grands centres dans lesquels les lieux sont cachés, dissimulés, et où l'accès est bien sûr totalement interdit aux médias. Puisqu'ils vont s'autoriser l'espace d'un temps de réflexion à penser hors de ce qui est socialement acceptable pour l'homme de la rue. Il ne s'agit pas là, bien sûr, pour moi, de dire que les pauvres dirigeants, les pauvres, on les comprend pas bien, ou au contraire de dire franc-maçon, illuminati, etc. Je ne suis pas dans ce débat-là. Je me contente simplement d'expliquer qu'est-ce qui fait que ces sommets sont cachés, ou en tout cas discrets, et que leur contenu ne peut pas être trouvé en libre accès. Et on aborde là le thème de l'impensable, qui est ce que nous développons dans cette vidéo. Alors concrètement, quelle idée l'homme de la rue ne pourrait pas concevoir et que nos dirigeants pourraient concevoir dans leur huis clos à Davos? Bon.
Et bien par exemple, l'autre jour, je voyais passer sur mon fil Facebook une image qui fait le tour du net, où on voit un petit Africain qui est penché dans l'eau croupie, comme ça, un peu dégueulasse, et où il y a marqué dessus, quand on pense qu'il suffirait de prendre, je ne sais plus, 1 ou 5% du budget de l'armement pour éradiquer toute la faim sur Terre. Ça semble logique à l'homme de la rue. En effet, sa voie rapide, son système 1, son cerveau limbique se dit « mais quelqu'un qui meurt de faim, là, c'est horrible ». Oui, c'est vrai, et c'est vrai que c'est horrible quelqu'un qui meurt de faim. Et c'est vrai que si moi je vois quelqu'un qui meurt de faim en bas, je vais probablement descendre et lui donner quelque chose. Je ne vais pas laisser comme ça laisser un de mes frères crever de faim, oui. Mais si on utilise son système 2, sa voie lente, son néocortex, on se dit « attends. Si jamais on organise comme ça une aide humanitaire en prenant sur le budget mondial de l'armée ou de n'importe quelle autre dépense qui pourrait paraître superflue. Alors, la conséquence, c'est que ces personnes qui meurent de faim vont avoir à manger. La conséquence, c'est qu'elles vont se reproduire. Et la conséquence, c'est que 10 ans, 15 ans après, on va rapidement se retrouver non pas avec 1 milliard de personnes qui crèvent la faim, mais avec 3 milliards. En fait, on ne résout pas le problème. Et c'est justement cette espèce de vision avec du recul et un grand angle et une espèce de pondération et de vision globale des choses qu'essayent d'avoir nos dirigeants. Alors après qu'on considère qu'ils soient des Illuminati manipulateurs ou de gentilles personnes, je rentre même pas là-dedans, je vous ai dit que c'était pas la question de cette vidéo. Simplement, quand bien même ce seraient des chefs qui tiennent leur cerf comme ça, ils doivent penser à un plan de développement global. C'est leur rôle, c'est leur job, c'est leur boulot. Donc, ils ont un vrai problème de gestion des ressources, parce qu'on est toujours plus nombreux sur cette planète, parce qu'il faut justement apprendre à produire assez de nourriture, et ça c'est un défi pour l'avenir. Alors, ils essayent d'avoir cette vision grand angle, d'essayer de ne pas se faire aveugler justement par le système rapide, ils essaient d'utiliser leur voie lente. Pour ça, ils se réunissent entre eux en essayant de se dire, bah tiens, on n'a pas pensé là-bas parce qu'il y a des nexus, ouais, mais si on allait quand même voir, peut-être qu'il y aura une solution. On ne sait pas, on ne sait pas. Mais c'est intéressant, dans la recherche de solutions à un problème aussi massif, de ne pas s'interdire d'emblée certaines zones de réflexion. Donc face à ces défis globaux planétaires, ne pas se permettre de penser hors du carcan de la socioculture, c'est perdre littéralement de l'information. Donc si on veut vraiment se donner tous les moyens pour résoudre ce type de problème, on n'a pas le choix, il faut penser hors des sentiers battus et hors des sentiers battus que nous interdit la socioculture. Alors c'est typiquement, par exemple, ce que faisait un habitué de ce genre de sommet, Jacques Attali, pour ne pas le citer, qui à une époque avait proposé que peut-être on pourrait euthanasier toutes les personnes de plus de 70 ans. Alors naturellement, ça avait fait un tollé monstrueux, parce que ça respecte absolument pas le socle de notre socioculture, avec une notion de respect des aînés, et puis certains journalistes lui avaient renvoyé ça à la figure quand il avait eu 70 ans, en disant « Alors Jacques, quand est-ce que tu te suicides pour être en cohérence avec tes idées ?» Bon. Ce qui me semble intéressant de réfléchir, c'est simplement de s'autoriser à pouvoir au moins émettre des hypothèses, comme quand on fait un brainstorming, vous savez, on balance toutes les idées, et puis après, on garde que les bonnes. Mais au moins déjà de s'autoriser à pouvoir le penser. Et c'est vrai que c'est pas simple pour l'homme de la rue de se dire, tiens, j'ai une idée, et pour résoudre la faim dans le monde, on pourrait balancer 2 bombes nucléaires, et tous les tuer. Évidemment que là, comme ça, bon, moi je ne crois pas vraiment que ce soit une bonne idée, mais c'est important, à mon avis, de s'autoriser à penser les choses. Parce que si on s'autorise à penser les choses avec cette liberté-là intérieure, il y a beaucoup plus de chances d'avoir des idées novatrices, des idées décalées, des idées intégrales qui puissent jaillir et apporter une solution globale pour le bénéfice de la vie en ensemble. Alors, c'est beaucoup moins drôle, mais c'est aussi pour ces raisons que l'on retrouve dans certaines sociétés secrètes des pratiques pédophiles. Ouais, je prends du temps là pour faire pédophile, parce que quand on dit pédophile, on sent le nexus là, hein, on dit « Oh putain, qu'est-ce qu'il va dire ce con ?» On n'a pas envie d'entendre quelqu'un qui nous parle de ça, vous voyez ce que je veux dire ? On n'a pas envie, c'est des thèmes qui sont hyper clivants, hyper polémiques, etc. Et le gars qui dit ça, on l'attend au tournant, voir si on a envie de le bannir de la communauté, il dit « Non mais lui c'est le dernier des cons !» Hein, vous sentez le nexus? Non. C'est pour ça qu'il y a dans ces sociétés secrètes, parfois, des rituels pédophiles dont le but est précisément d'enseigner, d'entraîner les membres à péter un câble, justement, et à réussir à penser le monde hors de la socioculture et du carcan, entre guillemets, de l'homme de la rue. Alors, naturellement, je le redis parce qu'il y aura toujours une personne pour dire « Oh là 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 là, nous ne cautionnons pas les pratiques pédophiles, etc. » Mais là, mon but, c'était non pas de me placer en termes de bien ou de mal, mais d'expliquer pourquoi est-ce qu'on retrouve
des meetings secrets dans des hôtels de luxe, des pratiques pédophiles, des choses comme ça. Il y a une cohérence d'ensemble qui est d'entraîner le cerveau à se libérer du carcan qui constitue le socle de la socioculture. Il faut bien se rendre compte que nous ne sommes pas tous égaux dans notre capacité à pouvoir penser la réalité de ce que peuvent faire certains êtres humains en termes d'actes de barbarie, de cruauté ou de choses comme ça. Il y a une préparation psychologique qui permet au système nerveux de dire « Ok, d'accord, je peux voir quelqu'un se faire tuer, ok, je peux voir ça. » Parce qu'il y a des choses dans le réel qui vont faire vomir au moins au bas mot une personne sur deux si elle n'est pas préparée. Et tant qu'on n'est pas préparé à ça, il y a des choses que le cerveau, pour se protéger, les laisse dans le domaine de l'impensable. C'est un petit peu si vous prenez quelqu'un avec un QI de 40 et que vous lui donnez des cours de physique nucléaire, il ne va pas réussir à le penser. Il y a trop de briques qu'il n'a pas, si vous voulez, qui lui séparent de l'objectif. On n'aime pas beaucoup se rendre compte qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à penser, qui nous dépassent, qui sont trop complexes pour nous. D'ailleurs, en général, on l'oublie consciencieusement. C'est le signe justement que notre cerveau n'est pas à l'aise avec ça, parce que ça l'oblige à penser l'impensable, et donc il mouline à vide, il n'y arrive pas. Donc il préfère oublier. C'est une façon de se protéger, de sauvegarder l'estime de soi, c'est bien normal. Bon. Ce qui est intéressant, c'est quand on aborde la notion de quotient intellectuel. Je sais, le quotient intellectuel n'est pas synonyme à l'intelligence, néanmoins, malgré le fait qu'il existe des intelligences multiples, ça reste un indicateur scientifiquement bien sourcé et relativement robuste. En termes de quotient intellectuel, il y a des psychologues qui ont déterminé que, à partir du moment où on avait plus de 30 points d'écart, en fait 30 points d'écart de QI entre deux personnes empêchent une communication authentique, une communication du cœur. Ça c'est terrible de se rendre compte de ça. Et c'est très intéressant si on met ça en parallèle avec justement la communication de nos dirigeants dans les sommets de Davos, etc. Souvent on peut penser que ce sont des personnes très très intelligentes. En effet, ce sont des hommes politiques de premier plan, des chefs d'entreprise, etc. Des gens qui ont réussi d'après les standards de notre société. Et bien, si on regarde de plus près, on se rend compte que c'est un peu plus complexe. Il y a des psychologues qui ont analysé le QI moyen par profession. On se rend compte que, par exemple, on va avoir dans des métiers de plus ou moins manuels, d'artisans, des garagistes, plomberies, etc., on va être sur des quotients intellectuels moyens qui sont entre 95, 97, 100 plus ou moins. Quand on est sur médecine, c'est très très rare de réussir à être médecin avec moins de 110, 112, 115. En tout cas, statistiquement, les médecins diplômés ont significativement un QI beaucoup plus haut que la moyenne. Quand on arrive justement vers ces dirigeants, ces hommes politiques de premier plan, voilà, je vais les appeler des dirigeants pour la suite de vidéos, patrons multinationaux, etc., on va être justement en général sur des QI de 115, 120, 130 parfois. Et 130, ça veut dire justement que quand ils vont commencer à aborder certains thèmes et à penser certaines choses, l'homme de la rue qui va justement avoir 100, voire les classes les plus populaires, justement ne vont plus réussir à les suivre. Et c'est pour ça qu'ils doivent se mettre aussi dans des formes de huis clos, parce que la communication n'est plus possible. L'individu avec 85 de QI, justement, va se dire mais pourquoi il fait ça? Il ne va plus y arriver. Parce que pour eux, c'est simple, il n'y a qu'à faire quelque chose et puis c'est tout. Repensez à l'exemple de la famine. Il y a quelqu'un qui meurt de faim, il n'y a qu'à le nourrir et puis c'est tout. Il y a un problème de communication à ce niveau-là. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte que dans les populations justement de personnes de population intellectuelle dites supérieures, donc médecins, juges, cadres supérieurs, etc., dans ces populations intellectuelles supérieures, je n'aime pas trop le mot supérieur, enfin, dites supérieures par la sociologie, en fait, on se rend compte que, effectivement, à QI de 120, ça monte, 130, il y en a de plus en plus. Et fatalement, on se rend compte qu'aux alentours de 133, 135, la courbe commence à redescendre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus de chirurgiens, par exemple, qui vont avoir des QI de 128 que de chirurgiens avec des QI de 140. C'est totalement contre-intuitif. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus le QI monte, et quand on en arrive à 150, en fait, on a 97% des personnes qui ont plus de 150 de QI qui ne font pas un métier de catégorie sociale professionnelle plus. Ça veut dire qu'en fait, quand on arrive sur ce qu'on appelle les THQI, les très hauts QI, les personnes vraiment incroyablement brillantes, elles ne sont plus insérées dans le système traditionnel qui passe par l'université, la validation des degrés, etc. En moyenne, évidemment. Vous avez des profs d'université avec 150 de QI, bien sûr. Mais en moyenne, une large partie des personnes qui ont 150, 160 de QI, en fait, sont des espèces d'électrons libres, hors système, et font plus ou moins leur machin. Ça, c'est très intéressant. Parce que ça veut dire quoi?
si on se rappelle de la règle des 30 points de QI. Ça veut dire que quelqu'un qui a 140 de QI, il peut avoir des relations d'intimité de cœur à cœur avec 25% de la population. Pour quelqu'un qui a 150 de QI, c'est une personne sur 10 avec qui ça va être possible. Quand vous arrivez à 180 de QI, c'est une personne sur 100. Donc ça veut dire qu'il y a actuellement dans l'humanité des êtres humains avec un niveau de culture, d'intelligence et d'éducation incroyablement élevé, que ni vous ni moi n'arrivons même à concevoir tellement ils sont intelligents et au-dessus de nous et de nos capacités, qui auraient donc énormément à apporter au collectif en termes de résolution des problématiques globales de gestion des ressources dans le monde, etc. Et qui ne font pas partie de ces cercles de dirigeants et qui sont de purs électrons libres. Là, je trouve qu'il y a quelque chose de fondamentalement intéressant à penser, à créer, à mettre en œuvre, parce qu'il y a de la ressource cognitive de première qualité qui est totalement sous-exploitée par l'humanité, alors que nous avons bel et bien des problèmes qui la nécessiteraient. Alors, pour vous donner un exemple de ce type de pensée, alors je n'ai aucune idée du QI de monsieur François Rodier, mais je vous conseille dans cette vidéo, le conseil de lecture, ça s'appelle Thermodynamique de l'évolution. Voilà, c'est un bouquin très simple, très intelligent. C'est une espèce de synthèse autour des lois de la systémique et de la thermodynamique. Ça parle de biologie, ça parle de physique, ça parle de politique, ça parle d'économie. Et ça vous fournit une grille de lecture transdisciplinaire, simple, scientifiquement sourcée. Voilà. Si jamais vous avez envie d'approfondir un petit peu ces thèmes, je vous le recommande très très chaleureusement. Pour moi, c'est l'archétype du genre de pensée qui pourrait révolutionner facilement les grands problèmes de l'humanité, sans avoir forcément à passer par l'élitisme des gens de Davos et de ce genre de sommet, tout en respectant l'intelligence. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'avais envie d'aborder le thème de l'impensable, de la difficulté à penser. J'espère que vous avez bien compris que je ne parle pas forcément de faire une QI-ocratie ou quelque chose comme ça, simplement d'essayer d'utiliser au mieux les ressources disponibles par l'humanité et pour l'humanité. Si vous avez envie de soutenir Hypnomachie, nous avons ouvert un compte Tipeee. Si vous voulez continuer à discuter, vous pouvez discuter dans les commentaires en bas ou sur la page Facebook que je vous invite à rejoindre. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez laisser un petit pouce vert ou rouge, ou ça dépend sur quel réseau social vous êtes dessus. Voilà, salut Internet! En se plaçant comme ça en position haute, on offre un point de résistance qui permet à la personne justement de résister et de rentrer en conflit ouvert avec l'autorité. En général, l'idéologie, on considère que c'est un corpus d'idées, un ensemble de concepts qui ont la particularité de pouvoir être transmis à d'autres êtres humains par la parole, un livre ou n'importe quel média. C'est une conception qui s'oppose à la perception directe, la connaissance intuitive directe du monde, sauf que beaucoup de gens diront que cette conception de la connaissance directe du monde possède elle aussi une composante idéologique, parce qu'elle présuppose naturellement